Je voulais vous souhaiter la bienvenue donc, pour cette cérémonie, cette conférence inaugurale de la semaine du cerveau 2023 qui a lieu d'aujourd'hui au 19. Donc cette conférence a lieu sous le haut patronage de M. Dirateyo, de la ministre, et elle est organisée par la Société des neurosciences dont j'ai l'honneur d'être la présidente. Donc la semaine du cerveau, c'est une manifestation internationale qui est organisée dans une centaine de pays et en France dans plus de 120 villes. Donc la manière dont ça se passe, dans chaque ville, il y a des comités locaux que je tiens à remercier pour tout leur travail. Et il y a une coordination nationale à Paris, dont Laurence Lanfumé et Isabelle Dussard sont les porteuses, elles sont présentes dans la salle. Donc je les remercie aussi. Maintenant, Armelle Rancillac et François Tronche les ont rejoints. Donc il y a donc des tas d'événements organisés vers les jeunes, vers le grand public. Notre mission, c'est de partager ce qui se passe dans les laboratoires avec le public. Donc ici, ce sont nos partenaires, sans qui il n'y aura rien pour organiser des journées comme aujourd'hui, même si c'est vraiment basé sur le volontariat. Tout le monde est volontaire pour transmettre le savoir. Il n'empêche qu'il faut de l'argent pour organiser tout ça. Donc ça, c'est nos partenaires. Et on a aussi, la société est adossée à un fonds de dotation, neurocitoyen, qui a pour objectif de collecter de l'argent pour aider à l'organisation de la semaine du cerveau. Donc les dons peuvent être défiscalisés. Donc il y a plusieurs solutions. On peut aller sur Hello Asso, et là il y a une collecte qui est effectuée. Vous pouvez prendre des flyers dans la salle. Donc cette année, la conférence a lieu à Paris, et je vais passer la parole à Thierry Galli qui nous reçoit ici. Merci beaucoup Annie. On est effectivement très heureux de vous accueillir pour cette conférence d'ouverture de la semaine du cerveau 2023. Donc vous êtes ici en fait dans le grand amphithéâtre du groupement hospitalo-universitaire Paris Neurosciences et Psychiatrie, qui en fait, vous connaissez probablement plus sous l'appellation Hôpital Sainte-Anne, mais en fait l'Hôpital Sainte-Anne s'est regroupé il y a quelques années avec d'autres hôpitaux, donc maintenant c'est un groupement plus grand qui s'appelle, je vais vous en dire deux mots juste après. Et attenant à l'hôpital, vous êtes ici dans un bâtiment qui, outre cet amphithéâtre, abrite l'Institut de psychiatrie et neurosciences de Paris, qui est une unité de recherche de l'INSERM et de l'Université Paris-Cité. Et donc on est très heureux de vous accueillir ici dans l'amphi, qui est donc effectivement le là. Et l'IPNP poursuit des recherches dans des domaines assez larges de neurosciences et de la psychiatrie, en lien très serré avec l'hôpital, qui en fait abrite des disciplines cliniques psychiatriques et neurologiques, très larges aussi. Vous voyez qu'au niveau de la psychiatrie, ça va de la psychiatrie de l'enfant, de l'adolescent, l'autisme, les troubles d'apprentissage, le jeune adulte, les questions d'addiction, exclusion sociale, vieillissement, et au niveau de la neurologie ou neurosciences cliniques, des services qui s'occupent de toutes les questions neurovasculaires, la neurochirurgie, les tumeurs cérébrales, les urgences psychiatriques et la neuroanesthésie, et puis évidemment l'imagerie cérébrale, les interventions post-AVC, avec une file active de patients de plusieurs dizaines de milliers par an, et beaucoup de secteurs psychiatriques pour enfants, jeunes patients, adultes, qui sont en fait liés à l'hôpital. Donc, moi je vais être le monsieur loyal de la société, de la soirée. Je vais essayer, oui je sais que j'ai encore une minute, j'essaie de gagner un petit peu de temps parce qu'il y a des gens qui arrivent et qui sont en retard à cause des problèmes de transport. Et donc, nous avons une soirée qui est intitulée Neurosciences et psychiatrie, un vertueux mariage. Donc effectivement, c'est à l'image de ce que je viens de vous expliquer pour l'hôpital, et c'est à l'image aussi de l'unité de recherche dont je vous ai parlé. Dialogue entre les neurosciences et la psychiatrie. On va avoir une présentation d'Annie Andrieux qui sera axée sur comprendre le fonctionnement du cerveau, donc en fait Annie qui est chercheuse en neurosciences.
et puis 2 présentations par des médecins psychiatres. L'un nous venant de notre hôpital et unité de recherche concurrente. Non. Nous fait l'amitié de venir, qui est Philippe Fossati à l'Institut du cerveau et à l'hôpital d'Apic-Pétrière. Et puis Philippe Gorwood qui est à l'IPMP et au GHU. Et donc, grâce à eux, grâce à eux trois, on va essayer de vous montrer comment se fait la combinaison des deux mondes, psychiatrie et neurosciences, et les avancées majeures dans la compréhension des fonctions mentales, les anomalies neurobiologiques, pour essayer de vous convaincre de l'intérêt de la recherche en neurosciences pour la compréhension et le traitement des maladies psychiatriques. Voilà, donc sans plus attendre, je donne la parole à Annie Andrieux, qui nous vient du GIN, qui n'est pas une boisson, mais qui est Grenoble Institute of Neuroscience. Merci. Donc, comme Thierry vous l'a dit, moi je ne suis pas du tout médecin. Je suis chercheur en biologie cellulaire. Et au cours de ma carrière, je travaillais sur le cytosquelette, qui en fait est, on peut dire, le squelette dans les cellules. Et je vais vous montrer comment, au cours de ma carrière, en travaillant sur ce cytosquelette neuronal, on a pu avoir des approches allant jusqu'à la pharmacologie, possiblement utiles en psychiatrie. Donc, comme je vous l'ai dit, je suis biologie cellulaire, donc les cellules, vous en voyez tout un tas ici. Donc, en fait, ces cellules ont toutes la même capacité, elles ont toutes à l'intérieur un cytosquelette. Vous voyez ici en bleu le filament d'actine, en vert les microtubules et en rouge les filaments intermédiaires. Donc dans mon équipe, on travaille particulièrement sur des microtubules, mais aussi un peu plus récemment sur l'actine, parce qu'il y a vraiment un dialogue entre ces réseaux dans chaque cellule. Donc ici, vous avez un microtubule, vous allez le voir en dynamique, il est extrêmement mouvant. Donc il est formé dimères de tubuline, donc c'est des petites boules roses que vous voyez. Et vous voyez que là, il est en train de se former, donc il polymérise. Et puis à un moment, dans la cellule, il va dépolymériser. Donc on sait que dans toutes les cellules, ces réseaux sont existants. Et cette dynamique et cette stabilité ou cette instabilité est régulée par une centaine d'effecteurs au moins dans toutes les cellules. Donc c'est là-dessus qu'on travaille. Et on s'est spécialisé sur le système nerveux central. Où là, je vous montre un neurone. En haut, vous voyez, il connecte un autre neurone par ce qu'on appelle une synapse, qui est l'endroit où il y a la communication entre les deux cellules. Et ça, c'est très important pour les fonctions mentales supérieures, cette capacité d'être plastique. Donc vous voyez ici, ce sont des synapses. D'un côté, on va voir, vous voyez que c'est très dynamique quand on les filme. Donc ça, ce sont des neurones en culture qu'on a pu filmer. Il y a aussi des moteurs. Il y a aussi des moteurs moléculaires, vous voyez au milieu, qui sont capables de marcher le long des microtubules et de transporter des choses dessus. Et puis vous comprenez bien que cette plasticité du microtubule a quelque chose à voir avec tout ce qui est la différenciation des neurones quand les neurones se mettent en place pendant le neurodéveloppement. Donc dans mon équipe, on travaille sur un certain nombre d'effecteurs de ces microtubules et je vais vous en présenter deux aujourd'hui. La première s'appelle MAP6 pour microtubule associated protéines. Ça veut simplement dire qu'elle a été identifiée, cette protéine, comme liant les microtubules. Et on a une petite manie dans mon labo, c'est chaque fois qu'on a une protéine d'intérêt, on génère une souris qui n'a pas cette protéine. Donc en faisant ça, vous générez un animal qui est un modèle simple d'étude parce qu'elles sont génétiquement identiques, toutes entre elles, sauf pour cette mutation. Et grâce à ces souris, on peut avoir accès à la fonction des protéines. Donc lorsqu'on a une souris, on peut faire du comportement, mais toute une batterie de tests qui permet d'évaluer les capacités comportementales des souris. On fait de l'anatomie, comme l'a dit Thierry, il y a la neuroimagerie ici à l'hôpital, mais nous on a la même chose avec les petits animaux, on a développé toute la technologie pour imager le cerveau de ces souris. Et puis on fait de la biologie cellulaire, ça veut dire qu'on peut prendre les cerveaux embryonnaires de souris qui ont la protéine ou qui ne l'ont pas, les mettre en culture et les étudier et comprendre vraiment au niveau très fondamental à quoi sert la protéine. Donc on a fait ça avec cette souris, donc c'était déjà un certain temps, puisque voilà, 95, donc on a eu cette souris.
Donc elle était vivante, mais bizarre. Donc je dois dire que le pari de Guy Desjeux, qui était directeur du laboratoire où je travaillais à l'époque, était que cette souris serait morte. Parce qu'en fait, notre protéine était connue pour stabiliser les microtubules. Donc on pensait que sans microtubules stables, on n'aurait pas de cerveau et pas de souris. Ça n'a pas du tout été le cas, elle était vivante mais bizarre. Donc je ne vais pas faire un grand déballage de tous les tests qu'on a fait en comportement, mais je vous en montrer quelques-uns. Donc par exemple, on peut mesurer l'activité locomotrice. Donc on met une souris dans l'arène, que vous voyez ici à gauche, et puis avec un vidéotrack, on peut regarder ce qu'elles font. Et là, on voit que nos souris, à nous, sont plus actives que la normale. De la même manière, on peut mesurer le comportement social. Donc pour ça, on prend un mâle, on l'isole dans une cage pendant une semaine ou un peu plus, voire un mois. Et ensuite, on amène un intrus, et normalement, le résident est dans sa cage. Il va interagir avec l'intrus de manière assez active. Donc là, je ne vais pas vous montrer des films. Nos souris sont en retrait social très très important. Donc on a fait des tas de tests pour ces souris. Dans presque tous les tests, elles sont anormales. Elles ont des troubles de mémoire, d'apprentissage. Et quelque chose qui nous a marqué dès le départ, c'est ça, c'est que les souris, quand elles n'ont pas la protéine MAP6, elles sont incapables de materner. Donc une souris normale à droite, que vous voyez là-bas, lorsqu'elle met bas, elle a un nid bien organisé, elle va s'occuper des souriceaux et les allaiter jusqu'à ce qu'ils deviennent indépendants. À gauche, une souris sans MAP6, aucun souriceau n'a jamais survécu au fait d'avoir comme génitrice une femelle sans MAP6. Donc ça, c'est vraiment un signe, c'est on va dire un comportement social assez intégré, parce qu'il faut, et qui est vraiment très déficient. Donc je ne résiste pas au plaisir de vous montrer qu'elles ont ces troubles du comportement très très forts, ces souris, et elles ont aussi des troubles dans le cerveau. Donc ici, c'est quelque chose qu'on a fait plus récemment. Ces défauts comportementaux sont liés à des défauts biologiques. Donc là, ce que vous voyez qui tourne là-bas, c'est un tract axonal. Donc il y a des corps cellulaires situés dans l'hippocampe, dans le cerveau de la souris, qui envoient le tract rouge que vous voyez ici vers une autre zone l'hypothalamus dans le cerveau. Vous voyez à gauche, on a un très beau tract bien formé jusqu'au bout, la bouille qui est le corps mammillaire de l'hypothalamus. Vous voyez qu'à droite, dans la souris mutante, c'est totalement absent. Donc ça veut dire que dans cette souris, il y a deux zones du cerveau qui ne se parlent pas. Donc il y a un trouble qu'on appelle de connectivité. Donc ça, c'est certainement, ça explique en partie les troubles comportementaux qu'ont les souris. Il y a d'autres explications, mais je ne vais pas tout vous dire aujourd'hui. Donc, si je résume un peu, ces souris avaient vraiment des troubles comportementaux très importants, elles ont des troubles biologiques, la plasticité synaptique, la capacité des synapses à s'adapter est déficiente, les tracts, je vous en ai montré un qui est très anormal. Donc par pas mal de manières, ces souris nous rappelaient, enfin leurs défauts nous rappelaient certains symptômes des patients schizophrènes. Alors on s'est dit, est-ce que tous les défauts de ces souris pourraient être sensibles au traitement de choix utilisés en schizophrénie, les neuroleptiques antipsychotiques. Donc au cours du temps, avec beaucoup de collaborations, nous avons testé plusieurs antipsychotiques, donc Risperdal, clozapine et alloperidol. On est obligé, pour qu'on ait un effet positif, de faire un traitement long, c'est-à-dire au minimum 3 semaines de traitement des souris par ces molécules pour avoir un effet positif. Mais dans tous les cas, on a pu avoir une normalisation du comportement maternel avec des souris qui survivent et l'investigation sociale dont je vous parlais tout à l'heure, l'interaction avec ses congénères, pareil là-bas, on part de très bas et après le traitement, on revient à la normale ou presque. Donc beaucoup de défauts biologiques et comportementaux ont été normalisés par les traitements utilisés chez l'homme. Et là, on s'est posé une question. Est-ce que les drogues du nôtre, qu'on connaît très bien en cytosquelette, le cytosquelette c'était vraiment une cible extrêmement importante pour les anticancéreux. On a posé la question, est-ce que si on target ce cytosquelette, est-ce qu'on peut obtenir quelque chose? Et pour faire quelque chose de très long, en très court, on a testé 3 molécules qui régulent les microtubules. Donc l'épotidone D, qui est un taxol-like. Taxol, c'est ce qui est utilisé en cancérothérapie. Elle rentre dans le cerveau alors que le taxol n'y va pas. Donc un traitement long terme par l'épotidone D ou par un peptide qui maintenant, on le sait, d'abilétide est une protéine qui a à voir avec l'autisme en fait. Ce petit peptide-là, ou encore une molécule appelée pyroine, qui est un inhibiteur d'une enzyme qui régule les microtubules et lectines. Lorsqu'on traite nos souris pendant 3 semaines, 1 mois, avec chacune de ces molécules, on a une normalisation au niveau du comportement. Vous voyez là-haut une souris MAP6 knockout qui a été traitée. Vous voyez que les sourisseaux à 5 jours, 5 sont survivants sur 6. Donc là, on propose que, et on sait que dans les industries pharmaceutiques, c'est une piste étudiée,
On espère trouver des molécules qui ciblent le cytosquelette, qui seront capables d'agir sur les troubles qui pourraient être utilisés en complément des neuroleptiques en schizophrénie pour traiter les troubles cognitifs. Donc ça, l'avenir pharmaceutique nous le dira. Donc je vais passer à la deuxième protéine sur laquelle on travaille. Donc ça, vous voyez la tubuline en haut, les petites boules rouges et blanches. Donc là-bas, vous voyez que l'acide aminé, c'est la brique qui est à l'extrémité de la tubuline, c'est une tyrosine. Et en fait, on sait depuis toujours, enfin depuis très longtemps, que dans les cellules, dans les neurones, partout dans tout le corps, il y a une enzyme qui l'enlève, cette tyrosine, et une qui la remet. Donc bon, ça c'est un peu mystérieux, on se dit c'est un détail, pourquoi s'intéresser à ça? Il n'empêche que l'idée déjà de les langues travailler dessus. Donc moi, quand je suis arrivée dans l'équipe, comme d'habitude, j'ai fait la souris TTL, donc la tyrosine, celle qui rajoute la tyrosine, j'ai fait son inactivation dans la souris. Donc là, ça nous a conforté, la souris, elle naît et elle meurt. Donc ça nous montre que ce cycle, où on met une tyrosine et où on l'enlève, est quand même très important, mais ça nous a pas donné beaucoup d'indications sur les fonctions dans le cerveau. L'enzyme qui enlève cette tyrosine était inconnue, donc depuis 40 ans. Donc dans l'équipe, on l'a cherchée, on l'a trouvée. Enfin, pas l'a trouvée, on en a trouvé une, en tout cas très importante. Donc c'est un complexe de 3 protéines. Et bien sûr, on a fait la souris déficiente de la sous-unité régulatrice, et la souris est viable et fertile. Donc on a fait un petit peu de comportement, à nouveau l'interaction sociale, vous le voyez en haut. Les souris déficientes pour la détyrosinase ont moins d'interaction sociale. Là on a fait une chose un peu plus récente par rapport à 2002, quand j'ai fait la première souris. Maintenant il y a des choses plus sophistiquées. Donc là c'est les souris, on les met par groupe de 10 dans une espèce de petit village, et elles vivent pendant une semaine, on les filme et on regarde ce qu'elles font. Donc vous voyez, elles peuvent se cacher, interagir, marcher, voir, manger. Et c'est comportement social puisqu'elles sont en groupe, alors que ça je l'avais fait avec les anciennes souris, mais chaque souris isolée, ce qui n'est pas la nature des souris, elles vivent en groupe. Donc là à nouveau on voit qu'elles se cachent plus et elles ont tendance à moins interagir comme on l'avait vu dans d'autres tests en haut. Donc à nouveau nos souris ont des troubles du comportement qui ne sont pas majeurs mais qu'on avait. Et comme on a identifié ces enzymes comme étant les détyrosinases, on a su pourquoi coder ces gènes, alors qu'on ne savait pas avant quelle était la fonction de ces protéines. Donc à ce moment-là, je voulais dire qu'on a aussi fait l'anatomie du cerveau de ces souris. Donc si je résume, on les passe en RMN, on mesure les tracts et la matière grise et blanche. Donc, la matière grise, c'est plutôt les corps cellulaires, la matière blanche, c'est plutôt les tracts axonaux dans le cerveau. Et vous voyez que ces souris ont une microcéphalie de 7%, c'est-à-dire qu'elles ont un cerveau un peu plus petit et ça affecte principalement la matière blanche, donc à nouveau la connectivité entre les aires du cerveau. Donc comme je disais, ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'on a identifié ces protéines, on a été contacté par des groupes de généticiens anglais qui avaient en fait des familles consanguines où les patients avaient été comme nos souris, les 2 allèles de la protéine étaient mutés. Donc ils avaient ça c'est des patients qu'ils avaient, ils ne savaient pas. L'enzyme était soupçonnée de travailler dans le système vasculaire. Donc quand on avait découvert et prouvé que c'était en fait la détyrosinase de la tubuline, ils nous ont contactés, on a pu regarder des choses chez ces patients. Donc ces patients ont bien l'enzyme ne marche pas du tout. Et ils ont une microcéphalie, une très forte réduction de la matière blanche. Et au niveau de ces patients, ils ont un déficit intellectuel avéré avec des problèmes d'apprentissage, d'élocution, d'autonomie. Donc en résumé, ils sont capables d'avoir une vie si elle est assistée par leur famille. Donc vous voyez là qu'on a une correspondance entre les phénotypes chez l'homme et chez la souris. Et je dois dire que depuis, comme ce sont des enzymes, c'est des détyrosinases, c'est des cibles de choix pour les industries pharmaceutiques pour développer des inhibiteurs. Pas trop fort, parce qu'il ne faut pas baisser trop le ratio, si on le baisse trop, ça ne va pas aller non plus. Et on espère que dans le futur, il y aura des drogues pro-cognitives à nouveau, possiblement utiles pour traiter des fonctions mentales supérieures chez l'homme. Donc ces troubles cognitifs, ils sont vrais en psychiatrie, mais aussi dans toutes les phases précoces des maladies neurodégénératives. On espère que ces molécules pro-cognitives pourraient être utiles dans toutes ces pathologies pour ce qui est des troubles d'apprentissage et de mémoire, par exemple. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc juste remercier l'ensemble de tous les gens qui, au cours des années, ont contribué à ce travail. Donc mon équipe de recherche, maintenant, c'est Isabelle Arnal qui la dirige, c'est l'Institut de neurosciences à Grenoble.
Et puis je voulais remercier les psychiatres avec qui j'ai travaillé, ce n'est pas des Parisiens, parce que ça c'est le hasard des rencontres. Donc, je travaillais avec les psychiatres lyonnais, Thierry Lamato et Marie-France Chani, qui est chercheur INSERM dans cette équipe-là. L'équipe de Gagnon à Strasbourg avec Anne Girsch. À Grenoble, plus récemment, j'ai travaillé avec Mircea Polozan et Jérôme Haussmann sur d'autres aspects de cette souris. Et puis je voulais particulièrement remercier Didier Jaune, avec qui on a initié ce travail, et Annie Schotzer, qui était une ingénieure, qui a beaucoup travaillé sur ces animaux. Et bien sûr, tous les gens qui travaillent dans les animaleries, qui tous les jours travaillent avec nous. Voilà, merci. Vous m'entendez, oui. Bonjour à toutes et à tous. Et donc je vais vous parler d'un sujet sur lequel on commence à travailler avec des substances pharmacologiques comme la kétamine dans la dépression, mais en amont, je vous parlerai un peu de cette question de l'optimisme et pourquoi on est optimiste et on a un biais, ce qu'on appelle un biais optimiste. Alors bon, vous connaissez un peu, les gens connaissent un peu ce qu'on entend par optimisme, hein. C'est en fait le fait qu'on a des attentes plutôt positives pour le futur. Alors, on pourrait l'opposer bien évidemment au pessimisme, mais en fait, ce n'est pas forcément en termes cognitifs des construits, comme on dit, différents, en fait, hein, puisqu'en fait, on s'aperçoit que chacun des éléments de cette dimension, en fait, prédit des comportements, des émotions, des cognitions différentes. Donc, ça veut dire qu'on peut être à la fois un peu optimiste et un peu pessimiste, hein, c'est pas forcément l'un ou l'autre. Par contre, ce sont des notions qui sont différentes d'autres concepts qu'on peut utiliser en psychologie cognitive, comme par exemple l'auto-efficacité, le sens du contrôle ou l'espoir. Juste pour vous donner un exemple, puisqu'on va voir par exemple que l'optimisme, en fait, qui définit donc un trait de personnalité, en fait prédit, par exemple, une meilleure santé physique, psychique, et même économique, on va dire. Alors, quelle est la différence, par exemple, si on apprend qu'on a une maladie grave, comme par exemple un cancer, quelle est la différence entre quelqu'un qui est optimiste et quelqu'un qui est auto-efficace? Eh bien, en fait, un optimiste va penser que la chimiothérapie va marcher, etc. Le sujet qui est plutôt qui a un sentiment élevé d'auto-efficacité ou un sens du contrôle, va penser aussi la même chose, mais à partir de ses actions. Alors que l'optimisme, qui est donc un concept un peu plus large en quelque sorte, n'a pas besoin de s'engager, c'est pas parce qu'il va faire des actions que, c'est-à-dire qu'il va faire confiance au thérapeute, il va faire confiance à la science, etc. Alors que dans la dimension du sens du contrôle, eh bien en fait, c'est si je ne fais pas des actions, ça n'évoluera pas de manière favorable. Bon, on voit quand même que ce sont des concepts assez proches, mais quand même légèrement différents. Alors il y a des échelles qui permettent de mesurer ça, on ne va pas rentrer dans le détail là, simplement pour dire que quand on mesure ça et puis qu'on fait d'autres mesures associées, mais on s'aperçoit que c'est associé à une bonne estime de soi, c'est associé à l'inverse de manière négative, comme on dit, à des traits anxieux ou à des traits qu'on appelle neuroticisme, hein, qui sont une sensibilité, on va dire, exagérée au stress. Et puis on sait aussi que ça prédit, ce que je vous disais, un certain nombre de comportements. Les gens sont plus confiants et persévérants dans les situations d'adversité, et en général, ça prédit la survenue d'émotions plus positives. De même que c'est associé, par exemple, de manière, si vous prenez, ce que je vous disais un peu tout à l'heure, si vous prenez des gens qui ont un cancer et que vous mesurez le taux d'optimisme, quels que soient les traitements, ça contribue à avoir un meilleur pronostic. Ça, c'est dans le cadre de maladies, mais c'est aussi, ça prédit une bonne santé physique, psychique, et même aussi économique. Alors, je disais tout à l'heure que en fait, l'optimisme, c'est une sorte de trait de personnalité, qu'on pourrait dire que chacun est plus ou moins optimiste, mais il y a quelque chose qu'on va voir qui est intéressant, c'est qu'il y a quelque chose qui est plus généralisé, on va dire plus universel, qui est ce qu'on appelle le biais optimiste. Alors le biais optimiste, c'est quoi? C'est en fait que, alors les biais, vous savez, c'est un concept qui a été inventé par Kahneman, qui avait eu d'ailleurs un prix Nobel d'économie, Kahneman et Tversky, qui ont décrit un certain nombre de biais qui en fait traduit le fait que, contrairement aux attendus de la théorie économique, des fois les gens prennent des décisions de manière illogique, non rationnelle, c'est-à-dire qu'il y a une distorsion, soit dans la perception de l'information, soit dans la sortie
de l'information, c'est ce qu'on appelle un biais. Et alors plein de biais qui ont été décrits, dont un des biais qui est vraiment universel, qui est ce biais optimiste. Alors on peut le voir ici un peu mesuré, c'est-à-dire que dans cette expérience qu'avait fait Tali Charot, en fait, comment on fait cette expérience très simple? C'est-à-dire qu'on demande aux gens de prédire la probabilité de survenue d'événements agréables ou désagréables dans le mois qui vient, puis ensuite on mesure réellement les événements qui sont survenus, et en fait vous voyez, que en fait, les sujets ont tendance à surévaluer la probabilité d'apparition d'événements agréables dans le mois qui suit, alors que, bien évidemment, dans la réalité, il n'y a pas de raison que les événements positifs soient plus importants que les événements neutres sur le plan émotionnel ou les événements négatifs. Donc ça, c'est typiquement un biais, une distorsion dans le traitement des informations. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce biais, comme je disais, contrairement au très optimiste, en fait, ce biais il est indépendant de l'âge, du genre. Il est présent dans différents domaines, que ce soit celui de la santé, que ce soit celui de l'économie. Réfléchissez bien à ce qui se passait avant la semaine du 15 mars 2020, où on a commencé à penser qu'il y allait avoir le Covid. Tout le monde disait, bon, ça ne va pas nous toucher, on va regarder la télé, je veux dire, les émissions où on voyait les Italiens qui faisaient la queue. Et je veux dire, à l'époque, tout le monde disait, non, c'est pas pareil. En gros, c'est comme si, c'est quasi le nuage de Tchernobyl qui s'arrête à la frontière. Ça, c'est typiquement le biais optimiste. Je vous montrerai que c'est pas si simple que ça, parce qu'on a fait des mesures, justement, pendant le Covid. Alors, bien évidemment, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a même des travaux chez l'animal qui montrent qu'il y a aussi ce biais optimiste. Des travaux chez les oiseaux, et des travaux chez les souris qui montrent, par exemple, des travaux chez les oiseaux, où en fait, alors bien évidemment, on ne leur demande pas comme tout à l'heure de prédire ce qui va se passer pour eux, mais c'est des situations d'apprentissage, d'association de probabilité d'obtenir une récompense à court terme ou à long terme. Et en fait, quand on met des stimulations, des stimuli qui sont assez intermédiaires, en fait, on s'aperçoit que normalement, l'oiseau ou l'animal devrait appuyer sur le levier de manière équivalente à la récompense, à petite récompense ou forte récompense, et en général, ils appuient plus sur la forte récompense, c'est-à-dire s'attendant à obtenir plus de récompenses. Alors, bien évidemment, on pourrait se poser la question, qu'est-ce qui fait que ce biais a-t-il été préservé au cours du développement? Alors, il y a des modèles mathématiques qui montrent que, par exemple, dans un domaine très incertain, et lorsque, je veux dire, la compétition pour les ressources est importante, mais que le bénéfice et que les ressources sont accessibles, en général, ce sont les gens qui sont overconfident, c'est-à-dire qui ont confiance en eux, qui sont plutôt optimistes, qui, en fait, prédominent dans ces modèles. Alors, bien évidemment, et ça, on le voit, nous, là, je dis nous, je regarde Philippe Gorwood, le psychiatre, on voit aussi que des fois, il peut y avoir des effets délétères d'un excès d'optimisme, qu'on voit par exemple dans les pathologies psychiatriques, comme les états maniaques, les états d'excitation, où là, les gens vont faire un peu n'importe quoi sur le plan financier, sur le plan de leur santé, sous-estimant la probabilité, c'est-à-dire prendre des drogues, etc., avec probablement un lien qu'on est en train d'étudier entre, par exemple, ce biais d'optimisme et ce qu'on appelle les tâches de délai discounting, peut-être que Philippe en parlera, qui est la capacité à différer une décision, ne pas satisfaire une récompense immédiate, c'est-à-dire ne pas prendre le verre de vin qui nous intéresse en disant bah oui, mais ma santé sera moins bien, Mais lorsqu'on a un excès d'optimisme, peut-être que ça influe également sur ce type de processus. Alors, une autre manière de mesurer le biais optimisme sur lesquelles tâches que nous on a utilisées, c'est une situation dite de révision des croyances. Et en fait d'asymétrie de la révision des croyances. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce type de tâche? En fait, on demande aux gens d'évaluer la probabilité de survenue, alors surtout d'événements négatifs. On leur dit, est-ce que vous pensez que vous allez divorcer? D'ailleurs, c'est une question, les gens se marient, alors en fait, la probabilité de divorcer est pratiquement d'1 sur 2. D'ailleurs, c'est ce que disent les avocats, la première cause du divorce, c'est le mariage. La meilleure manière de ne pas divorcer, c'est de ne pas se marier. Donc, on leur demande aux gens d'évaluer la probabilité. À quelle probabilité estimez-vous d'avoir un cancer dans les années qui viennent?
Puis ensuite, bon, alors là, c'est bien évidemment un peu caricatural comme exemple, vous voyez qu'il y a 80%. Puis, bon, on peut leur demander la confiance qu'ils ont, pardon, sur ça. Bon. Et puis ensuite, on leur donne un taux qui peut être fictif, hein, en fait, qui est adapté en fonction de la réponse du sujet, ou qui peut être calculé en fonction d'un bague statistique. Et donc, vous voyez qu'à ce moment-là, vous avez la prédiction de l'individu. Bon, moi, j'estime que ma chance ou mon risque d'avoir un cancer de 80%, et vous avez maintenant une information dite réelle qui est de 40%. En fonction du niveau de cette information, soit vous avez ce qu'on appelle une erreur de prédiction qui devient positive ou négative. Négative, c'est lorsque vous avez sous-estimé ici. Positive, c'est lorsque vous avez surestimé. Et en fait, on demande ensuite, une fois que les gens ont eu connaissance du risque réel, qui finit par les statistiques, on leur demande ensuite de réévaluer leur probabilité. Et ce dont on s'aperçoit, c'est lorsque les sujets ont reçu une information qui, en fait, faisait, lorsqu'on l'enlève à l'information initiale, donner une erreur de prédiction dite positive, et lorsque c'était plutôt une bonne nouvelle, ils ont tendance à réviser leurs croyances. Donc, autrement dit, si je crois que j'ai 80% de risque d'avoir un cancer, on dit maintenant c'est 40%, lorsque et qu'on redemande après, alors maintenant à combien estimez-vous votre risque de cancer, on va baisser, on va dire bah oui, alors on ne va pas forcément dire 40%, on va dire 50%, etc. A l'inverse, si j'ai une erreur de prédiction négative, c'est-à-dire moi je pense que mon risque de cancer est de 40 et qu'on me dit maintenant c'est 80, et qu'on leur demande à combien vous avez estimé votre risque de cancer, les gens vont rester, ils vont peut-être augmenter un petit peu à 45, mais ils vont moins mettre à jour leurs croyances en fonction de lorsque l'information est négative. Donc on tient moins compte des informations négatives qu'on tient compte des informations positives. Et c'est une mesure de ce biais optimiste qu'on évoquait. Alors ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, on peut modifier ce type de biais en administrant de la dopamine, hein, donc qui est une substance, qui est un neurotransmetteur qui est utilisé dans le traitement de la maladie de Parkinson, qui joue un rôle dans le codage, la prédiction de l'erreur, etc. Et donc on peut modifier ce type de biais avec la dopamine, donc réduisant la sensibilité aux informations négatives. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut aller mesurer ce type de biais au niveau neuronal, là par des tâches en mesurant l'activité en IRM fonctionnelle. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que, et on reviendra rapidement à la fin sur cette région, qu'on a par exemple cette région ici, qui est qu'on appelle la région dite rostrale du cortex cingulaire antérieur, et qui en fait est beaucoup plus active lorsqu'elle code les informations positives que lorsqu'elle code les informations négatives, et plutôt en plus les informations positives pour le futur que pour le passé. Alors, on s'est amusé à utiliser cette tâche de type révision des croyances pendant, à la fois, on va voir après dans une expérience chez les déprimés, mais aussi pendant le Covid-19, avec l'idée que, en fait, c'était quand même un biais, encore une fois, quand on regarde la littérature, qui est solide, qui persiste, et qui, en fait, ne serait perturbé que dans certaines situations. Alors, ce que vous voyez là, en fait, on a deux types de résultats, enfin, qui sont reproduits pendant la première vague de Covid, où vous voyez qu'avant la situation Covid, donc les gens avaient tendance à réviser leurs croyances comme attendu, principalement en fonction de lorsqu'ils recevaient des informations plutôt agréables et positives, alors que, en fait, durant le lockdown, durant le confinement, en fait, on s'aperçoit qu'on supprimait avec une diminution de la sensibilité, ou on restaurait une égale sensibilité aux informations positives ou négatives. Alors, on a fait ça à la fois chez les mêmes sujets qui ont été mesurés à 2 reprises, et puis dans deux groupes différents, en fait, on retrouvait exactement la même situation. Donc c'est un travail qu'on est en train de publier. Bon, après, derrière, il y a une modélisation mathématique, etc. Mais c'est juste pour vous dire qu'on voyait quand même que cette situation a créé quand même quelque chose de particulier, du fait d'un environnement. On a à un moment donné quand même pris en considération la menace environnementale qui était liée à l'époque au Covid. Alors, une autre situation, pour aller maintenant vers la psychiatrie, une autre situation qui est très associée aussi à une perte de l'optimisme et du biais optimiste, c'est la dépression. Donc, j'ai rappelé là rapidement
ce qu'est la dépression. Alors, la dépression, c'est pas un terme galvaudé, hein, c'est une pathologie extrêmement grave, c'est même la pathologie la plus fréquente des troubles psychiatriques, et qui se traduit par un certain nombre de symptômes, hein, symptômes qui ont un retentissement important sur le plan fonctionnel, familial, affectif, etc. Donc vous voyez, les gens sont tristes, ils ont une perte d'intérêt, ils ont aussi des troubles cognitifs, ils sont fatigués, ils sont ralentis, puis ils ont tendance à se dévaloriser, et aussi ils sont indécis, avec parfois, bien évidemment, un risque très important d'idées suicidaires et de risque suicidaire. Donc, d'abord, la littérature nous montre que, en fait, quand on étudie, c'est-à-dire qu'on fait simplement cette mesure, cette fois-ci non pas du biais mais de l'optimisme dans la dépression, bon, a priori, on pouvait s'attendre à ce que forcément c'est diminué lorsqu'on demande à des sujets déprimés de définir diverses situations positives qui pourraient leur survenir. Et bien, en général, ils produisent moins d'événements positifs que les sujets normaux. Ils ont aussi une imagerie mentale d'événements positifs qui est moins claire, moins vivide. Et encore une fois, ils jugent la probabilité de survenue d'événements négatifs plus haut que les contrôles et les événements positifs plus bas que les contrôles. Là, vous avez la tâche que j'avais évoquée tout à l'heure, dite de révision des croyances. Hein, on demande aux gens d'estimer une probabilité, puis on leur donne la probabilité, et on regarde un peu comment ensuite ils mettent à jour leurs croyances. Et bien en fait, alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait, on s'aperçoit qu'il y a une suppression de ce biais, ou une perte, pardon, de l'asymétrie dans la révision des croyances. Alors avec des fois c'est lié au fait que soit c'est le positif qui diminue, soit c'est le négatif qui augmente. Quoi qu'il en soit, les sujets déprimés prennent autant en considération les informations dites négatives, informations relatives négatives, hein, que les informations positives. Alors on a pu parler parfois aussi à cette occasion de réalisme dépressif, c'est-à-dire que les gens, étant donné qu'on a enlevé, j'allais dire, le fait que les gens voyaient un peu en rose de manière un peu biaisée, là les gens voient peut-être les réalités, peut-être qu'elles... Alors ce qui nous a intéressé, nous, je vous passe sur des aspects un peu théoriques, mais ce qui nous a intéressé, c'est de voir est-ce qu'on peut pharmacologiquement modifier ce type de processus de biooptimisme à travers cette tâche de révision des croyances. Donc on a utilisé un produit dont vous avez peut-être entendu parler, en plus il y a eu des interviews la semaine passée qu'on avait fait, interview du service, interview aussi du SHU ici sur les psychédéliques, la kétamine, même si la kétamine c'est pas, on va en parler, un psychédélique, mais c'est un anesthésiant dissociatif. En fait la kétamine c'est un produit nouveau, hein, alors que peut-être certains utilisent, puisque c'est une drogue récréative, peut-être ici on a quelques-uns qui l'utilisent, mais en fait, c'est un produit qui est utilisé comme anesthésiant, mais qui maintenant est aussi utilisé en thérapeutique, en particulier la dépression, et qui a un peu entraîné un changement, je dirais pas une révolution, mais un changement paradigmatique dans la perception du traitement de la dépression, parce que vous savez que les médicaments, en fait, mettent au moins 4 à 6 semaines pour agir, on dit, hein, alors que la kétamine peut entraîner une amélioration parfois en quelques heures, ou au moins en 24 heures. Alors après, il faut répéter les traitements, kétamine ou ses dérivés, hein, ces traitements dans la dépression. Et donc nous, on a voulu voir, est-ce qu'on s'est dit, mais est-ce que cet effet de la kétamine passerait pas par... alors il y avait des arguments en faveur de ça, sur les prédictions bayésiennes, etc., je vous passe, mais on s'est dit, est-ce que ça pourrait pas jouer sur les croyances? Alors c'est ce qu'on a fait, donc on a pris... Alors c'est pas un essai thérapeutique, hein, c'est pas un essai thérapeutique, c'est-à-dire qu'on a pris des gens tout venant en pratique clinique et on leur a fait cette tâche de révision des croyances et on a pris une population contrôle. Alors ce qui était bien, c'est d'administrer la kétamine chez les sujets contrôle, mais c'est pas ce qu'on a fait. Et ce que vous voyez en fait, c'est que chez les sujets contrôle, eh bien comme attendu, vous voyez ici, en fait, ça, ce sont les informations positives, autrement dit, je pense avoir un cancer à 80%, on me dit, ben non, c'est 40%. Ça, c'est les informations négatives, et vous voyez que, et on a fait 2 tests à une semaine d'intervalle chez les sujets normaux, à chaque fois, ils révisent plus, ça c'est la mise à jour, hein, c'est ce qu'on appelle le updating, ils révisent plus les informations positives que les informations négatives. Par contre, vous voyez que dans nos déprimés résistants,
en baseline, c'est-à-dire avant tout traitement, en fait, ils n'avaient absolument pas d'asymétrie dans la révision des croyances, mais que par contre, on voit qu'avec le traitement, on a une diminution de la sensibilité en quelque sorte aux informations négatives et une augmentation de la sensibilité aux informations positives. Ce qui est intéressant, c'est que c'était corrélé à l'amélioration clinique symptomatique à une semaine. C'est-à-dire, plus les gens étaient sensibles à cette tâche qu'on mesurait 4 heures après l'administration du traitement, plus ça prédisait l'amélioration à une semaine. Et en plus, on a fait un modèle statistique un peu plus sophistiqué de médiation, et on montrait qu'en fait, c'était par ce biais sur les effets précoces sur les croyances, dès 4 heures, que ça prédit l'amélioration symptomatique à une semaine. Alors, on est en train maintenant, je ne peux pas vous montrer ça parce qu'on a obtenu un financement pour étudier ça. Alors d'abord le comparer, est-ce que c'est un effet spécifique de la kétamine ou est-ce qu'il s'agit d'un effet spécifique des antidépresseurs en général? L'hypothèse que l'on fait, c'est que c'est probablement spécifique à la kétamine, mais il faut le tester. Donc on est en train de tester avec des médicaments versus la kétamine, parce que c'est la question sur les croyances, le lien entre croyances, émotions et humeur. Et puis on est en train aussi de mesurer les choses en IRM fonctionnel pour voir un peu les mécanismes neuronaux qui pourraient expliquer ça. Juste un point qui montre, pardon, la dernière, à la sortie. Ah, pardon. Voilà. Juste un point, ça c'est un vieux travail d'Hélène Weber, avec qui moi j'avais fait mon postdoc, mais qui avait montré il y a très longtemps que une région qui prédisait la réponse aux antidépresseurs, c'était le niveau d'activité de cette région rostrale singulaire, qui est exactement la même région que j'évoquais tout à l'heure dans la définition, en fait, enfin la description du mécanisme des effets en quelque sorte neuronaux mesurés par ce type d'outil du biais cognitif. Or, on sait que la kétamine a des effets précoces aussi sur cette région, et donc ça laisse penser qu'on a là un lien entre d'un côté des mesures objectives et de l'autre côté des mesures cognitives. Donc voilà, j'ai fini, j'espère que je n'ai pas été trop long. Donc vous avez vu que l'optimisme c'est un trait, mais que le biais optimiste est assez universel, qui a été préservé. Alors on pourrait se poser la question pour quelle raison c'est préservé. On a vu que ça permettait d'accéder aux ressources. Et puis on pourrait dire, mais comment on ferait pour supporter tout ça si on n'était pas optimiste, hein? Ben, je veux dire, on s'arrêterait parce qu'on sait que les carottes sont cuites à la fin, hein, quand même. Donc c'est quand même peut-être important, hein? Je veux dire, c'est pour ça que c'est un des biais qui est préservé. Mais on a vu aussi que c'est cette perturbation, et joue un rôle important dans la physiopathologie de la dépression, et qu'elle peut être permettre de mettre en évidence des mécanismes nouveaux d'action de nouveaux médicaments, même si, encore une fois, il faut tester les autres médicaments. Merci de votre attention. D'abord, merci à tous d'être là. Je trouve que c'est super de voir que vous vous intéressez à l'aspect du cerveau, parce que le cerveau reste quand même l'organe de loin le plus passionnant. Les autres, on sait à peu près comment ça fonctionne. Ça sécrète, ça fait des petits machins pourris. Le cerveau ne comprend rien. C'est incroyablement complexe. Ça, c'est la vie. Donc, c'est super que vous soyez intéressés par ça. Alors, je vais vous poser là une présentation complètement différente des deux précédentes. Je vais juste vous montrer comment la recherche, en dehors d'essayer de mieux améliorer les soins qu'on procure aux patients, c'est la finalité globale pour nous tous. Elle est aussi une manière d'aller contre les lieux communs, qui sont des clichés totalement erronés. Pour nous, c'est très important parce que les clichés, c'est ceux qui vont stigmatiser les patients. Et tout ce qu'on peut faire pour expliquer la complexité, la réalité de la maladie, c'est une manière aussi d'aider à ce que les gens acceptent ce qu'est la maladie mentale. Alors, le topo va être autour des troubles du comportement alimentaire. Il y en a 3, en 3 minutes, hein, donc ça va aller très très vite. L'anorexie mentale, pour nous, c'est la pathologie la plus endogène des TCA. Donc c'est celle qu'on utilise beaucoup dans la recherche, elle est la plus pure, aussi la plus sévère, mais aussi peut-être la mieux déterminée au niveau des facteurs impliqués. Donc c'est une pathologie relativement rare, entre 0,5 et 1% de la population générale. C'est 3 critères, donc vraiment c'est simple. 1, je ne mange pas assez alors que pourtant j'en ai besoin. C'est assez naturel, c'est très bien engrammé dans son cerveau. Hein. Quand on est promène et qu'on a besoin de manger, normalement on le fait. Et donc c'est du registre pathologique d'avoir cette difficulté à s'alimenter. Et c'est en relation avec 2 aspects très particuliers, qui sont le fait que c'est pas que je risque de reprendre 2-3 kilos, c'est que j'ai l'impression que si je mange un peu, je vais en prendre 20 ou 30. Et ça, personne ne le veut. Et c'est comme ça que ressentent, dans l'anorexie mentale, l'appréhension du poids. Et enfin, le tout est lié à ce 3e critère,
qui est ce qu'on appelle la dysmorphophobie. C'est une anomalie perceptuelle de son corps. Quand on demande à un patient de se reconnaître sur des silhouettes, il se met toujours 2 écarts-types plus gros qu'il n'est réellement, et même en aveugle. Donc ce sont vraiment des choses ressenties, leur cerveau les trompe, et ça peut amener dans ces cas-là à l'ensemble des symptômes. La boulimie, donc ça n'a pas du tout pareil, ce sont des sujets de poids normal qui ont des moments avec des pertes de contrôle dans la prise alimentaire, mais reliés aussi avec un mal-être corporel, et qui va du coup provoquer des comportements compensatoires. Si je me remplis en me gavant et en perdant le contrôle, si je ne veux pas devenir énorme, il faut absolument que je lutte contre cela. Et ça, le plus efficace et bien entendu le plus dramatique, c'est les vomissements provoqués qui font perdre les calories emmagasinées. Le problème, c'est que ce cycle-là, récompense majeure, soulagement majeur et culpabilité au décours, c'est une magnifique boucle de renforcement addictif dont il est compliqué de sortir. Et enfin, le dernier, c'est l'hyperphagie boulimique, là que ce sont des sujets en surcharge, qui ont aussi ces amassages compulsifs de prise alimentaire, mais sans compensation. Donc vous voyez, maigre, poids normal, gros, vous avez les 3 critères, tout simples, de troubles du comportement alimentaire. Alors, bien entendu, ça s'est complexifié, et attendez, dès que vous êtes autour de la silhouette du corps et de l'alimentation, ben, vous êtes dans la vie de tous les jours, qui nous concerne tous, et forcément les mass médias s'intéressent à cela et vont développer ces critères dans des sous-formes particulières. Alors l'orthorexie qui est le surinvestissement autour de l'alimentation, l'anorexie athlética qui est plutôt non pas le fait de manger moins, mais de dépenser plus, notamment pour l'activité sportive, le prégorexia qui n'est pas tellement le fait d'être maigre, et ça c'est plutôt chez les hommes, mais plutôt pendant la grossesse pour les aspects prégorexia, le bigorexia par rapport à la musculature, donc plutôt masculine, le tantorexia avec l'association avec les addictions, notamment l'alcool, et le manorexia. Donc vous avez à peu près tous les sous-types différents. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la maladie. Alors voilà, quelques clichés qu'on va essayer de revoir avec des exemples de recherche qui permettent un peu de taguer ces idées reçues. Hein, les patients ont le droit de maigrir. Hein, vous savez qu'il n'y a pas d'anorexie qui commence avant le régime, et le régime, c'est votre droit. Qui n'a jamais fait de régime en public? Bon, hein, on ne va pas être très fiers, parce qu'on a à peu près tous passé par là. Donc c'est leur choix, et le côté ascétique en disant je vais faire un peu gaffe à mon poids, c'est plutôt sympathique. Et qu'est-ce qui fait que nous, psychiatres, les méchants toujours, on n'est pas tout à fait d'accord avec ça? Elles peuvent s'en sortir toutes seules car c'est dans la tête, on va voir si c'est tout à fait vrai. Ça peut provoquer un handicap, il suffit d'avoir la volonté de rien lâcher et du coup les choses vont mieux. C'est ce que vous entendez tous les jours, une pathologie des temps modernes, le sport c'est génial, c'est ça qui guérit tout. Et si on rencontre la bonne personne, tout ça va guérir. On va repartir dans tout ça. Alors, le droit de maigrir, c'est clair, je l'oppose, j'essaie de l'opposer à chaque fois avec le droit de guérir qui n'est pas forcément le même. Alors voilà une étude en population générale où on a pris des très jeunes filles, des femmes jeunes, qui est donc la cible d'émergents de l'anorexie mentale. 900 suivis pendant 3 ans. Donc ça, c'est vraiment des études épidémiologiques sur les populations à risque et on peut voir ce qu'il en devient. Et puis on va mesurer au départ, est-ce que oui ou non, ils sont bien dans leur basket ou pas. Hein, comme vous le savez, on développe plus de pathologies mentales quand on a eu des carences affectives, des agressions précoces, des attachements insécures, toutes ces choses-là qui sont essentielles au bon épanouissement. C'est pour ça que les gentils mamans aiment bien les gentils enfants, et que ça aide beaucoup pour aller bien plus tard dans la vie. Et quand on a un peu moins de chance, on est plus à risque de développer ce type de trouble. Mais en plus, on va demander chez ces jeunes adolescentes qui commencent à aller sur la plage et qui disent « est-ce que j'ai pas pris 1 ou 2 kilos ?» qui va faire un régime. Et ce régime, totalement banal chez une jeune adolescente, qui va faire un régime modeste ou un régime un peu draconien. Et on va regarder au bout de 3 ans qui va avoir des troubles du comportement alimentaire. C'est pour le moins caricatural. Ceux qui n'ont pas de régime vont faire à 0% un trouble du comportement alimentaire. Si vous avez un ado dans votre entourage qui vous dit « peut-être faire un régime », vous leur montrez cette étude. Ça permet de relativiser un peu. Et puis tout en haut à droite, vous avez ceux qui ont fait un régime costaud. Hein. Moi, je ne veux pas perdre juste 300 grammes, je veux perdre 5 kilos. Et qui plus est, qui ont plutôt un peu de souffrance au départ, donc avec un niveau de souffrance psychiatrique plus important, et c'est 8-30, c'est-à-dire à peu près 30% de risque d'émergence. Ça, c'est un effet très dose dépendant. Plus votre régime est sévère, plus vous avez la morbidité psychiatrique, plus vous pouvez augmenter ce risque d'émergence. Donc ça, c'est ce qu'on appelle vraiment un trigger, hein, une émergence du trouble par un phénomène aigu. Et si on le censure, s'il n'apparaît pas, alors vous vous protégez. Ça ne veut pas dire que vous allez bien, mais c'est-à-dire que vous n'allez pas compliquer votre mal-être de ce type de pathologie.
C'est une explication, par exemple, pourquoi il n'y a pas d'anorexie mentale au Burkina Faso, parce que quand vous crevez de faim, vous ne faites pas de régime hypocalorique, vous ne développerez pas d'anorexie mentale. Donc juste une chose, hein, pas de régime, jamais, pour personne. Par contre, il y a des moments où vous corrigez les erreurs alimentaires, ça par contre c'est parfaitement accepté. Alors un choix très important en psychiatrie, qui nous met toujours un peu nous en position un peu compliquée, un peu moins maintenant que nous sommes aidés des juges dans les hospitalisations administratives, c'est de dire mais il faut respecter le choix des gens. Ok, mais comme l'anorexie mentale c'est la pathologie la plus mortelle de toutes les maladies mentales, c'est le plus fort taux de suicide existant de toute la pathologie mentale, y compris la dépression ou les troubles bipolaires, on est toujours nous tyrannisés avec le fait de respecter le choix des patients, mais juste éviter qu'ils meurent c'est déjà quand même pas mal. Et donc c'est une manière d'essayer de repercevoir est-ce que leur choix n'est pas déjà entaché de la maladie. Pour ça, on a fait des études sur l'ensemble des troubles du comportement alimentaire, on les retrouvait tous les trois, l'anorexie, la boulimie et l'hyperphagie boulimique. Et on a fait un test très classique qui consiste à choisir des tas de cartes. On vous les montre, on dit voilà, vous avez 4 tas, A, B, C, D. Vous allez pouvoir retourner des cartes comme ça vous amuse. Vous regardez un petit peu partout et après vous choisissez celui qui vous plaît le plus et vous avez le droit de retourner 50 cartes en tout. Et donc quand on va retourner les cartes, on va progressivement se rendre compte que certains tas, je ne vous dirai pas parce que si jamais vous avez testé, ça permettrait de biaiser le résultat, certains vont avoir des petits récompenses. Je gagne $2, $3, oh super, on ne va pas quand même s'exciter pour ça. Mais tout d'un coup derrière, bim, vous en perdez 50. Ouh, ça c'est cher. Et donc je vais un peu m'en protéger. Et dans d'autres tas, vous allez en avoir où on va dire, vous gardez $3, $5, puis tout d'un coup vous en gagnez 10 000, le jackpot. Alors celui-là, vous dites, c'est génial, je vais y aller. Sauf que derrière les plus 10 000, vous avez perdu 1 million. Et du coup, vous avez à relativiser petits gains et petites pertes. Mais au total, vous y gagnez quand même un peu. Et les autres, vous avez le grand frisson, c'est trop bien, sauf que ça va vous coûter une fortune. Et donc, vous allez différencier les comportements avec le comptable. Il gagne petit, mais c'est sûr, c'est pas terrible, hein, c'est pas très rigolo, mais ça marche. Et l'autre qui est là, c'est la défonce. Au moins 3 ou 4 cartes vont être des super jackpots, il va se ruiner, mais il va pouvoir s'exciter. Et c'est comme ça qu'on repère un des processus décisionnels importants autour notamment des systèmes de récompense. Et on s'est rendu compte que dans tous les troubles du comportement alimentaire, il y a des anomalies de jugement qui font amener à la mauvaise décision, puisque c'est sujet sur nous. C'est sur un jeu, donc c'est pas très grave. Mais ça montre l'anomalie du jugement. Donc ça fait partie des choses qui sont pour nous essentielles, où finalement la pathologie est inductrice de modification des schémas cognitifs qui amène au choix particulier. Alors l'ascétisme, c'est bien. On est dans une culture où on mange sain, on fait des efforts physiques, bravo, super. Sauf que, est-ce que tout ça est vraiment indemne de pathologie au niveau psychiatrique? Alors il y a une très jolie étude d'une Allemande qui s'appelle Anne-Catherine Fladung, qui a fait en IRM fonctionnel. Alors l'IRM fonctionnel, ça consiste à regarder le cerveau et puis à regarder juste ce qu'il va consommer, notamment à un moment où on lui fait une tâche précise. Alors on lui fait une tâche de rien, puis après on fait une tâche où on leur expose des images, et donc le cerveau va réagir face à cette image, et on va repérer ainsi comment un patient peut avoir des activations cérébrales dans des régions particulières face à un stimulus qui est une image de silhouette. Alors ces silhouettes, comme vous le voyez, elles sont un peu crues. Hein, c'est des femmes nues, avec un peu de sensorialité dans l'organisation de la présence du corps, qui va nous permettre d'avoir un ressenti réel de comment vous vous sentez face à une image corporelle de jeunes femmes. Là, bien entendu, ce sont des femmes qui ont été testées. Et ce qu'on a repéré dans cet aspect-là, c'est que vous avez une activation d'une des régions essentielles de récompense du cerveau, qui est le striatum central, plus exactement ventral, plus exactement le noyau accumbens. Et seules les patientes avec anorexie mentale vont avoir cette activation de messages renforçants par leur cerveau quand elles vont voir des images de femmes dénutries, comme c'est le cas à gauche. Alors que pour tous les autres sujets, quand on voit un corps de sujet amaigri, on a une espèce de réaction maladive, en disant elle n'a pas l'air d'aller bien, elle est malade. Hein. Et donc la réaction en général n'est pas une réaction agréable. Dans l'anorexie mentale, leur cerveau ne leur dit pas la même chose. Et ça, c'est une vraie maladie. Ça veut dire que le message n'est pas perçu de la même manière. Alors, on a été assez frappé par cette étude, mais bon, c'était 20 patients versus 20 contrôles qui étaient tous gravement malades. Et donc, on lui a demandé de nous envoyer ces silhouettes. Et on les a testées à la Seine-Neuve, dans le service à côté où je travaille, avec Aurélie Docteur, qui est notre psychologue en haut à gauche. Alors, on est un peu moins riche que les Allemands, donc on n'a pas fait l'IRM fonctionnel, on a fait des petits capteurs, ça s'appelle la conductance cutanée, donc on leur met des trucs. Et c'est pareil, on a des réactions automatiques. Hein. Notre idée très importante dans ces aspects, c'est qu'on ne leur demande pas leur avis aux patientes.
nos patientes anorexiques sont futées, hyper motivées, participent à tous les protocoles. On a vraiment beaucoup de chance, c'est une population très agréable à travailler, ils veulent pouvoir essayer d'aller mieux, mais ils se rendent bien compte de la désagréabilité, pour une bonne raison. Quand ils viennent dans le service, ça fait 10 ans qu'on leur dit « mange ta soupe ». Ils disent « oui, je sais, tu es trop maigre, oui, je sais, j'essaie ». Mais leur corps leur dit exactement l'inverse. Parce qu'en fait, c'est ce schisme-là qui rend les choses très douloureuses. Et donc nous, on essaie d'éviter de leur poser la question, parce qu'on connaît déjà les réponses. Ils vont dire « oui, docteur, c'est promis, docteur, j'arrête de m'écrire docteur ». Et donc on regarde avec la conductance cutanée, comment la peau transpire, c'est comme les tests de vérité de la CIA, et on voit comment ils réagissent face à ces images, sans avoir de dénoncer. C'est vraiment une réaction corporelle. Et on s'est rendu compte, exactement comme l'a montré Kadoum, non pas sur 20 patients d'électri, mais sur 71, qui étaient plus ou moins d'IMC variables, et notamment certaines qui étaient en rémission, qui avaient pu reprendre les 20 kilos perdants, et qui du coup, normalement, pourraient être guéries de l'anorexie mentale. Et en fait, on se rend compte qu'elles continuent à réagir de la même manière, c'est-à-dire qu'il y a une réaction plaisante, de décontraction, de bien-être, face aux silhouettes à droite de sujets amaigris, et par contre de réactions plutôt désagréables pour les deux autres types de silhouettes. Ça ne veut pas dire qu'elles vont forcément rechuter, mais ça veut dire que c'est très long avant d'arriver à retrouver un schéma cognitif différent. Alors tout ça, c'est beaucoup parce qu'on est dans la neuroscience, dans la tête, et comme vous l'avez entendu, on n'a pas qu'un seul cerveau dans la tête, on en a ailleurs, et notamment dans les intestins. Alors, les facteurs de risque dans les pathologies psychiatriques, ça fait partie des choses qui sont particulièrement passionnantes en psychiatrie, c'est qu'il y a énormément de facteurs impliqués, éducatifs, sociaux, somatiques, biologiques, neurologiques et autres. Et c'est aussi tout l'intérêt d'avoir cette compréhension très heuristique de facteurs très nombreux explicatifs. Il y en a un qui est particulièrement important, c'est le biotope intestinal. Et dans cette manip, donc à droite, ça a été regardé sur les 6 études-là pour montrer que certaines familles de bactéries étaient très différentes dans l'anorexie mentale que dans les sujets contrôle. Mais ça, pour nous, c'est pas tout à fait passionnant parce que oui, on sait qu'elles ne mangent pas exactement pareil que les autres patients. C'est compliqué de dire que c'est un effet étiologique. C'est beaucoup plus facile chez la souris, donc vous avez la petite Laxis qui est en haut à droite et en haut à gauche. Et en haut à droite, on leur donne un choix particulièrement pervers dans mon labo où ils ont soit le choix d'aller courir dans la roue, soit de manger des croquettes. Et on fait les deux en même temps. Et donc s'ils veulent aller courir, ils ne peuvent pas manger en croquettes. Et comme devant on leur fait perdre 20% de leur poids de manière parfaitement sauvage, ben derrière ils ont une compétition entre la souris, entre la roue et les croquettes. Et certaines vont aller faire du sport, courir dans la roue, au dépens des croquettes, jusqu'au risque d'en mourir. Donc c'est un modèle qui, bien entendu, n'est pas bien, il ne faut pas faire ça. Mais en même temps, c'est tellement important pour nous d'essayer d'arriver à avoir des pistes et comprendre ce qui peut s'en passer. Dans ces modèles-là, de compétition entre l'activité sportive et l'alimentation, une équipe en fait à Rouen a proposé de bouleverser le biotope intestinal en faisant des antibiotiques à spectre large qui détruisent la moitié des bactéries de notre intestin. Je rappelle que dans l'intestin, il y a plus de bactéries que l'ensemble de notre corps. Donc on dit tout souvent que l'homme est un hôte pour les bactéries, c'est pas vrai. Les bactéries ont la chance d'avoir un hôte d'homme. Donc en fait, si vous mettez ces souris en présence d'antibiotiques de manière majeure, ben, vous allez voir que la prise de poids est un peu moins bonne. Ce qui est beaucoup plus intéressant pour nous, c'est qu'on observe dans ces études que lorsqu'ils ont ce modèle d'activité d'accès à la roue, la présence d'antibiotiques va bouleverser cette hyperactivité qu'on observe en préprandial. Comme vous le remarquez, quand on est un petit peu avant dîner, on commence à se rapprocher de l'heure du dîner, là, l'estomac peut parfois un peu gargouiller, on commence à avoir un peu les jambes qui s'excitent, parce que c'est le moment d'aller chercher de l'alimentation. On a 100 grammés depuis quelques millénaires, bon maintenant on a un peu moins de besoin d'aller chasser de la mammouth, mais pendant très longtemps on l'a fait, et on a été sursélectionné pendant quelques dizaines de milliers d'années à cela. Et donc ça reste en nous. On a toujours, juste avant les repas, une petite hyperactivité physique, qui était celle faite pour pouvoir aller se sustenter. Quand on a une antibiotique majeure, on va perdre cette hyperactivité anormale, puisque ces souris-là, en fait, quand elles vont faire de la roue, elles ne peuvent pas aller s'alimenter. On va la perdre quand on a cette antibiotique qui fait une razzia sur les différentes bactéries. Donc, notre intestin a un rôle dans des aspects purement cognitifs de choix décisionnel. Alors, ok, l'anorexie mentale, c'est pas de bol, vous avez une maladie grave, c'est pas bien. Alors, ça, c'est passionnant parce qu'en fait la réalité n'est pas celle-là et la vérité au pied des Pyrénées n'est pas forcément la même au-delà. Voilà le test qu'a évoqué Philippe Fossati tout à l'heure, c'est lui le spécialiste en neurocognitif des émotions. Moi je me suis vraiment intéressé à ça plutôt pour les aspects purement récompense qui sont un trait très particulier, pas très loin d'ailleurs de la notion d'optimisme,
qui est votre capacité d'attente et votre intérêt financier. Si je vous pose la question entre je vous file 20 € maintenant, là tout de suite, ou alors je vous donne 21 € dans 5 ans, qu'est-ce que vous choisissez? Des cons, quoi. Bien sûr, à boule de fric, il va pas attendre 5 ans. Ok. Mais si je vous donne 20 € maintenant ou 70 € demain, qu'est-ce qu'on fait? Ah voilà, on va peut-être attendre 24 heures. Et vous voyez, on fait varier en fait ces différences entre la différence de somme et l'importance du délai pour repérer quelle est votre capacité d'attente et combien ça nous coûte. Hein, ça, c'est le délai discounting. Or, dans toutes les pathologies addictives, alcool, cannabis, cocaïne, amphétamine, crack et autres, toutes les pathologies qui sont dans les addictions recherchent la récompense très vite et ont moins de capacité d'attendre. C'est ce qu'on appelle l'impulsivité. Dans l'anorexie mentale, c'est la seule pathologie mentale où ils ont une anomalie d'intérêt pour les références différées, très loin. Et ça, c'est intéressant parce que, comme par hasard, ces tests-là, ils ont été faits avec des marshmallows en maternelle. Les filles sont 10 fois plus en récompense différée que les mecs. C'est pas par hasard non plus que les mecs sont ceux qui font les addictions, notamment hein, pour alcool, cannabis, cocaïne, tout ça, c'est surtout les garçons, bien plus que les filles. Tabac, c'est autre chose, parce qu'il y a aussi la dépression entre les deux. Et donc cet aspect-là de tropisme pour les récompenses différées, c'est le trait spécifique de l'anorexie mentale, et comme par hasard, c'est un trait très spécifique des filles par rapport aux garçons. Et si je vous dis que dans l'anorexie mentale, c'est 9 filles pour un garçon, la boucle est bouclée. Et c'est intéressant, parce que c'est aussi un extraordinaire avantage. Pourquoi? Quand vous êtes à l'école, qu'on vous demande de faire vos devoirs pour le lendemain, ben, moi je l'ai fait la veille en disant bon, on va avoir la moyenne, on va pas trop se faire chier non plus, il y a des films à la télé. Et puis quand vous êtes très axé sur les récompenses sur long terme, vous ne voulez pas avoir 12, vous voulez avoir 19. Et vous ne voulez pas avoir 19 demain, vous voulez avoir la meilleure note en fin de trimestre, voire la meilleure année pour... Et ben voilà, ça c'est des avantages énormes. Et comme par hasard, cet intérêt pour les récompenses différées, il est associé à une meilleure réussite scolaire, universitaire, professionnelle et financière. Et clairement, ça aide là. Et finalement, c'est aussi une belle manière de comprendre dans l'anorexie mentale comment le tout commence par un régime. Vous commencez par faire un régime parce que vous avez 1 ou 2 kilos à perdre. Et puis, une fois que vous avez perdu 1 ou 2 kilos, vous faites comme tout le monde, c'est-à-dire qu'après vous en prenez 3 ou 4, on n'en parle plus. C'est ce que font 95% des gens. Sauf que, si vous êtes vraiment dans les récompenses différées, ah mais ça marche, et moi je tiens, je sais ce que c'est, le bénéfice au bout d'1 mois et pas au bout de 3 jours. Et vous allez continuer. Et quand vous continuez, pour certains patients, ils vont rentrer dans une boucle qui va en fait devenir un cercle vicieux sans capacité. Ça va très bien aussi avec la faible flexibilité cognitive. La flexibilité cognitive, c'est la capacité de changer de scénario, de schéma, d'idée, de manière rapide. Quand vous n'avez pas beaucoup de flexibilité, de capacité de changer complètement d'opinion, d'attitude, et bien en fait, ça veut dire aussi que vous ne lâchez rien. Et quand vous commencez, vous finissez. Et donc ça, c'est un énorme avantage au niveau scolaire. Par contre, ce n'est pas forcément l'idéal, notamment, là, par exemple, quand vous avez une maladie, que vous avez une anorexie, que finalement, vous passez votre journée à vous battre contre votre appétit pour garder un peu plus de chances de reperdre 100 grammes avant la fin de la semaine, ben, arriver à dire peut-être que ce n'est pas sa solution, il faut que je me fasse aider, c'est déjà la flexibilité cognitive pour laquelle elles sont moins à même de répondre. Alors, dans ces aspects-là, je vais juste reprendre quelques aspects génétiques. Alors, on ne va pas faire génétique moléculaire aujourd'hui, mais je voulais reprendre ces grandes analyses pangénomiques. La particularité, c'est que maintenant, quand on va regarder le génome, on va regarder 2 millions de variants sur le génome, ce qui, quand moi j'ai commencé mes études, n'avait absolument rien à voir. C'est incroyable la puissance de ces approches de génétique moléculaire. Et au départ, les premières études, elles ont été faites pour les regarder ceux qui sont tout en haut du tableau. Ça, c'est le logarithme de la significativité des tests statistiques. Ici, vous avez une chance sur 1000 de vous tromper en disant que ce variant-là, il est plus important chez les malades que chez les contrôles. Et ici, ce n'est pas une chance sur 1000, c'est une chance sur 10 000, et vous montez jusqu'à une chance sur 1 milliard de millions. Ok, c'est super, vous arrivez à repérer des gènes tout en haut, là, les stars en haut à droite, vous dites, yes, j'ai trouvé, ça c'est un gène qui a vraiment un rôle dans l'anorexie mentale. Et il y a eu, il y a à peine 4-5 ans, une petite révolution qui est de dire, il y en a marre des capitalos là-haut qui vont regarder les grands stars qui réussissent à tout, allons regarder la masse laborieuse, les petits et les infâmes, ceux-là qui sont ridiculement en dessous de la barre, ouh, c'est raté, ils valent rien. Ah oui, mais attention, ils ont quand même une fois, un seul risque sur 1000 de dire que c'est par hasard qu'ils sont plus importants chez les patients que chez les sujets contrôlés. Et quand vous additionnez tous ces points, certes, chacun est ridicule, mais il y a tellement de points que ça explique 20%
de la maladie. Et ça, c'est ce qu'on appelle le score polygénique, et ça a révolutionné l'approche de la maladie mentale pour une bonne raison, c'est que maintenant, on a, grâce à ce fonds qui explique 20% des troubles de la maladie mentale, des cartographies des troubles qu'on peut comparer à d'autres pathologies mentales, mais aussi à des traits et des pathologies somatiques. Alors ça, c'est l'analyse pangénomique auquel le labo a participé avec les Américains notamment, et d'ailleurs le monde entier, pour regarder de quoi était le plus proche possible cette cartographie spécifique de l'anorexie mentale. Et comme vous le voyez, elle a par exemple énormément en commun avec en deuxième la dépression, avec une corrélation à 0,3, c'est-à-dire que le fond qui favorise la dépression est au tiers partagé avec le fond qui favorise l'anorexie mentale. Ce n'est pas un hasard, 80% de nos patients avec anorexie souffrent aussi de dépression. Et tout en haut, c'est le TOC, et le TOC et l'anorexie sont probablement des pathologies extraordinairement proches. Et ce que je voulais vous montrer là, c'était ça. Vous voyez, ça c'est la corrélation forte, où plus de dépression, plus de TOC, ben, finalement vous êtes dans quelque chose d'un pattern génétique commun de vulnérabilité avec l'anorexie mentale. Et là, vous avez le gras, l'IMC, un indice de masse corporelle, les matières grasses, le tissu qui emmagasine les calories. Et là, les corrélations, elles sont comment? Elles sont négatives. Bon, c'est pas totalement par hasard, l'anorexie étant plus maigre, on comprend qu'elle a plus de compétences à faire un peu moins de gras que la moyenne. Et attention, ça a un nom, ça. Ça s'appelle une compétence. Puisque je vous rappelle que dans nos pays d'abondance, avoir un risque important d'IMC élevé, c'est une surmortalité majeure. Et donc, l'anorexie mentale, certes, est une vulnérabilité qui induit de la souffrance, mais c'est aussi, ici, une protection d'un des critères de maladie les plus fréquents au monde. Et encore mieux, et en allant bien avec ce que j'ai expliqué sur les delay discounting, quand vous regardez le fond génétique qui fait qu'on réussit à la fac, je déteste cette dépôt, ça a l'air d'être écrit. Alors je vous rappelle, tout ça, c'est des facteurs de vulnérabilité. C'est-à-dire qu'en gros, ils participent un peu indirectement ou incomplètement. Ça n'a rien de déterminant. Mais néanmoins, votre fond génétique, c'est pas par hasard si en général les universitaires sont des enfants universitaires, et bien voilà, ils sont partagés avec l'anorexie mentale. Vous avez des gènes d'anorexie mentale, pas de bol, vous avez des gènes de vulnérabilité pour une maladie. Mais vous avez aussi un fond génétique qui va vous permettre de faire plus d'études et de réussir mieux au niveau scolaire. Donc ça, c'est une bonne manière de rappeler, et je le fais toujours dans les conseils génétiques avec les familles, que les risques, c'est une histoire de point de vue. Et un risque, dans un sens, peut aussi être un avantage. Alors, je vais terminer, si le temps me le permet, sur un aspect sur dans la vie, il faut se battre. Alors Philippe et moi, on entend tout le temps, pour les patients déprimés, moi, sur les TC, en disant hey, fais quelque chose, quoi, va bouffer, mange le couscous de la belle-mère, et puis c'est fini, on n'en parle plus. Allez. Ou alors pour la dépression, lève-toi et marche, et tu vas voir, tout va aller bien. Si c'était le cas, ça fait belle lurette qu'on n'avait pas besoin de nous. Et en fait, dans l'anorexie mentale, c'est ça qui est tout à fait passionnant, c'est que c'est exactement l'inverse. Nous, ce qu'on passe notre temps à dire aux patients, c'est qu'il faut lâcher prise et non pas se battre. Alors, on a testé avec de la thérapie en pleine conscience, ça c'est le truc un peu à la mode. Et moi, je l'ai fait parce que dans le service, on a la chance d'avoir 20 psychologues, donc elles sont des fanatiques de thérapie comportementale et thérapie en pleine conscience. Et donc, ils ont formé tous les psychiatres. Bon, on n'est pas forcément les plus faciles à soigner, mais bon, ça a été très utile, tout à fait passionnant. Et on a regardé ça, donc, alors on le fait de manière un tout petit peu rigoureuse, c'est-à-dire qu'on les évalue d'abord, alors ils n'ont pas de bol parce que dans le service, tous les traitements de psychothérapie se font en groupe, donc par petit groupe de 10-12, et donc il faut attendre qu'il y ait suffisamment de patients et on les reteste à ce moment-là, après on leur fait la thérapie, et enfin on a la dernière évaluation. Ce qu'on a testé ici, c'était un petit questionnaire tout simple, où on vous fait lire des mots sur une page. Alors, vous voyez bleu écrit en bleu, vous dites d'accord, bah oui, bleu. Et puis après, vous avez sur le mot, vous avez rouge, mais c'est écrit en vert. Alors là, donc vous bafouillez un peu et vous allez mettre plus de temps. Pourquoi? Parce qu'il y a un conflit cognitif entre la lecture de la couleur que vous voyez et du mot que vous devez lire. Et donc ce délai-là, qui témoigne du conflit cognitif, on l'utilise pour repérer, par exemple, en partie la flexibilité cognitive, mais surtout la charge en relation avec ça. Et comme on est particulièrement pervers, on a changé ce questionnaire-là et on a mis à côté gras, gros, McDonald's, frites, huile, voilà. Et on a mis un nombre de mots dont on sait que dans les TCR, bah, c'est le cauchemar, et donc ça amène à un conflit particulièrement important. Alors, comme on a regardé entre T1 et T0 ce qui se passait, donc d'abord ils sont en liste d'attente, on va regarder s'ils s'améliorent avec l'échelle de troubles du comportement alimentaire qui nous intéressaient, ils ne s'amélioraient pas, heureusement, hein, ils étaient pour nous, on ne leur faisait rien
C'est les patients, en général, quand on s'intéresse à eux et qu'on parle, déjà ils commencent à aller mieux. Ils espèrent, hein, donc c'est assez attendu. D'ailleurs, on n'a pas eu d'effet placebo et, avec l'effet du Stroop. Et on s'est rendu compte que le Stroop, ici, dans le temps mis supplémentaire du fait de terme en conflit, en relation avec l'image corporelle, a été effectivement extrêmement corrélé avec les symptômes. Donc plus vous êtes gêné par vos symptômes alimentaires, plus vous allez avoir de difficultés à dire gros, gras, obèse, ce qui se comprend très bien. Et après donc 2 mois de thérapie en pleine conscience, on va avoir une amélioration très franche de la manière dont on va lire ces mots. On aura réduit très fortement le conflit cognitif en relation avec ces termes. On est plus serein, hein, on est moins dans le vécu immédiat, mais dans le fait d'être en pleine conscience avec soi-même, et donc moins tyrannisé par les conflits internes. Et cette amélioration du Stroop, elle améliore très franchement les scores de symptômes de troubles du comportement alimentaire, à tel point que cette variation par des variants intermédiaires va annuler cet effet direct. C'est-à-dire que l'amélioration par la pleine conscience sur les symptômes de TCA va passer par la réduction de la charge cognitive. Et donc ça veut dire que c'est exactement l'inverse. Il ne faut pas se battre, il faut au contraire lâcher prise, être en pleine conscience avec soi, et c'est ça la meilleure manière d'arriver à s'améliorer. Je ne voudrais pas vous effacer, je voudrais terminer là-dessus en disant qu'est-ce que les vaches, les hippopotames, les éléphants nous apprennent? En fait, ce qu'on dit, c'est qu'il est impossible de maigrir en mangeant herbe et salade et en marchant. Merci. Merci beaucoup pour vos 3 présentations. Et donc maintenant, on va pouvoir prendre des questions dans la salle, s'il vous plaît. Je voulais savoir l'optimisme chez les troubles du comportement alimentaire. Est-ce que vous avez des données sur le fait que on peut penser qu'elles sont moins optimistes, plus optimistes au contraire? Donc les patients qui souffrent de TCA, notamment d'anorexie mentale, ont une extraordinaire comorbidité avec la dépression, et donc ils sont très impactés par des biais cognitifs négatifs, émotionnels négatifs. Qui plus est, du fait justement de cette perte de flexibilité cognitive, elles ont beaucoup de mal à ouvrir leur chakra, hein, à ouvrir les horizons des possibles. Et donc le biais d'optimisme, s'il y en a un dans l'anorexie mentale, à mon avis, il est assez catastrophique. Parce qu'elles ont le côté asséché de la perte de flexibilité cognitive et en plus de dépression très franchement associée à l'anorexie. Donc c'est plutôt au contraire des gens pessimistes. Et alors, est-ce que vous les traitez pour la dépression? Ah non, surtout pas, on ne va pas traiter les patients. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors ceci dit, tu as raison de soulever le point, parce que dans l'anorexie mentale, la perte de poids majeure est un critère de résistance aux antidépresseurs. Et donc les antidépresseurs, on est presque toujours chez les patients qui sont déprimés, mais ils sont moins efficaces. Et c'est là où c'est compliqué, dans le sens où, quand vraiment les personnes n'arrivent pas à reprendre du poids avec des soins ambulatoires, on est obligé de les hospitaliser, et il faut attendre des fois qu'elles aient pris au moins 10 kilos avant de pouvoir avoir des effets bénéfiques des antidépresseurs. Donc c'est un mélange entre les deux qui est effectivement très compliqué. J'ai une question pour Annie. Les épotylones sont utilisés en oncologie ou ça reste de l'essai à ce stade? Et est-ce qu'il y a des effets cognitifs qui ont été observés? Donc de ce que je sais, non, elles sont pas c'est le professeur Ménard-Scripps qui avait la molécule, l'épotylone D, et ils ont fait un essai clinique dans les phases Alzheimer précoce cognitif, et ça a été arrêté parce qu'ils n'ont pas réussi à prouver que la molécule était dans le cerveau. Il y a eu un problème d'engagement d'acide dans le cerveau, tu sais, ça a arrêté. D'allumétique, par contre, elle, celle de Yanalozès, je pense qu'elle est plus avancée. Bon, après, dans toutes ces molécules qu'on fait dans les labos, c'est bien, mais souvent on a du mal à passer la barrière macroménagée, et c'est compliqué. J'ai une question pour le professeur Fossati. Vous avez exprimé donc la différence entre l'optimisme et l'auto-efficacité. Pardon. Et je me demandais, est-ce que les deux ne peuvent jamais être associés? Est-ce que les deux ne peuvent pas coexister? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. En fait, ce sont des construits psychologiques qui sont quand même assez proches, hein. C'est qu'ils ne sont pas du tout, comme on dirait en termes techniques, orthogonaux. Hein. Disons qu'ils sont différents. On peut dire qu'en gros, il y a un gros ensemble de l'optimisme et dedans, il y aurait l'auto-efficacité. Et donc, effectivement,
il y a aussi un autre concept qu'on n'a pas évoqué, qui est aussi la motivation, par exemple, hein, c'est-à-dire la capacité aussi à faire des efforts, etc. Oui, tout ça, ce sont des concepts assez liés. Et donc, qui peuvent être associés, c'est d'une même personne. D'accord, du coup, ils ne sont pas opposés. Non, ils ne sont pas du tout opposés. Merci. Donc, je voudrais, est-ce que vous pourriez dire un peu plus sur le kétamine? Et est-ce qu'il y a des choses, des recherches dans le cas des gens qui souffrent des TOC? Et deuxièmement, est-ce que vous pourriez dire un peu plus? J'ai cru comprendre que le score polygénique est aussi très élevé dans les gens qui ont des TOC. Est-ce que vous pourriez dire un peu plus là-dessus? Merci. Oui. Alors, la kétamine, oui, alors il y a la kétamine, bon, il y a beaucoup de recherches hein, qui sont soit dans le domaine cognitif, comme je vous ai évoqué, mais aussi dans le domaine biologique, c'est-à-dire essayer de comprendre les mécanismes intracellulaires d'effet de cette substance. Alors, il faut savoir qu'il y a aussi des développements par des laboratoires pharmaceutiques de produits qui sont assez proches, hein, comme par exemple l'eskétamine, hein, que Philippe utilise bien, qu'on ne peut pas utiliser à l'AP, mais utiliser à Saint-Anne, parce qu'il y a un certain coût. Donc, alors, ces produits sont principalement utilisés dans la dépression, ils ont été développés en tant que tels, même si au départ la kétamine, c'est comme je l'avais dit un anesthésiant, et donc il y a ce qu'on appelle du repositionnement de drogue, mais l'eskétamine c'est un dérivé qui est commercialisé avec l'indication officielle en quelque sorte dépression. Alors c'est aussi utilisé dans, il y a quelques études dans les états de stress post-traumatique, et il y a aussi des études qui sont peut-être un peu moins convaincantes, même si nous on a par exemple dans le département à la Salpêtrière, on a beaucoup de TOC, on a déjà essayé chez certains patients qui avaient des TOC, et il semblerait qu'il y a un certain bénéfice, mais qui semble moins, j'allais dire, moins évident que celui dans la dépression. Mais il y a des gens qui commencent à essayer ces produits. Alors, bien évidemment, j'en ai pas parlé parce que c'était pas le lieu, hein, mais il faut savoir que c'est quand même un produit qu'il faut utiliser avec précaution, qui nécessite des surveillances, pareil pour l'eskétamine, avec le risque cardiaque, etc. Donc, on ne peut pas utiliser ça de manière très, comme ça, à l'arc à manu, quoi. Il faut quand même avoir des précautions, des bonnes pratiques cliniques, de surveillance tensionnelle, etc. Sur le facteur de risque polygénique. Sur le score polygénique, alors effectivement, ce qu'on a montré avec ces études pangénomiques, c'est que le fond génétique expliquant 20% de l'anorexie mentale était extrêmement proche du petit fond polygénique qui explique le TOC. Donc ce sont des pathologies très proches pour ce qui concerne la vulnérabilité génétique. Toutes les deux sont autour entre 50 et 70% d'héritabilité, de poids des facteurs génétiques. Donc on comprend que ce n'est pas négligeable d'avoir cet aspect commun. Mais après, bien entendu, ce sont des pathologies très différentes. Les TCA sont forcément du registre purement alimentaire. Le TOC concerne beaucoup les comportements de la vie de tous les jours, les arrêts de nettoyage, les vérifications et autres. Et donc c'est important parce qu'on est vraiment dans cet aspect-là en psychiatrie où des fonds peuvent vous amener à développer un trouble et la vie va faire qu'elle va s'exprimer sur une forme ou une autre. Un autre exemple classique en psychiatrie, c'est la schizophrénie et le trouble bipolaire. Ce sont des pathologies qui n'ont rien à voir. Il y en a un, vous avez des grands persécutés, l'autre, vous avez des hauts, des bas au niveau de l'humeur. Pourtant, le fond génétique est plus proche qu'il n'est différent. Génétiquement, il ne faut pas distinguer trouble bipolaire et schizophrène. En psychiatrie, c'est 80% de notre travail quotidien. Donc, c'est important de bien faire la différence entre ce qui est du fond génétique et tous les autres facteurs. Ce sont toutes des pathologies polyfactorielles. Et donc ce sont peut-être d'autres facteurs non génétiques, qui je rappelle peut-être aussi épigénétiques, comme quoi le tout est souvent aussi un peu compliqué, qui peuvent amener à exprimer de manière différente des pathologies proches. Bonjour. Si j'ai bien compris, l'anorexie est une forme d'addiction et pas une phobie, ou les deux en même temps? C'est une question qui fait débat. Pour moi, elle est déjà toute tranchée, dans le sens où on est vraiment, nous, aptes, on trouve en tout cas, c'est porteur de sens que de voir l'anorexie comme une addiction aux jeunes. Alors, c'est pas tellement le fait de dire, parce que ce ne sont pas des sujets impulsifs, ce ne sont pas des sujets qui prennent des drogues, de l'alcool, plutôt moins que le reste de la population générale. En tout cas, quand elles sont dans la forme restrictive.
Mais ce qui est important, c'est de bien voir ce cycle de renforcement paradoxal. Et ça, c'est une manière d'offrir des soins. Parce que la briser, ouvrir d'autres modalités, permet de sortir de ce cercle et dans ces cas-là, d'arriver à avoir une amélioration. Donc pour nous, elle a plus un sens clinique et thérapeutique que vraiment un sens étiologique explicatif. Merci beaucoup déjà pour la conférence. Et c'est une question pour le professeur Overwood. Ça concerne les troubles et même les pathologies polygéniques et polyfactorielles plus globalement. Quelles sont les approches que vous proposez en recherche pour faire face à ces troubles? Et je fais un petit parallèle, je pensais notamment au TSA, où on se rend compte justement que les approches monogéniques sont de plus en plus complexes. Et je me demandais si on pouvait faire le parallèle avec les troubles du comportement alimentaire. Dans les approches liées aux facteurs génétiques, à cette vulnérabilité génétique. C'est ça, enfin, faire face au fait que ça soit polyfactoriel, même plus globalement. Alors, bon, toutes les pathologies somatiques sont polyfactorielles quasiment, donc, dont les pathologies psychiatriques. Pour les aspects génétiques, c'est vrai qu'il y a là un paradoxe où finalement c'est une des sources de variance les plus importantes de la maladie mentale et pour lesquelles on a pour le moment assez peu d'utilisation. Rappelons quand même que dans les maladies mendéliennes, pour lesquelles il y a un gène qui explique une maladie, la mucoviscidose par exemple, malgré les millions d'investissements, on n'a pas encore les manières d'arriver à traiter la pathologie alors qu'on connaît le gène. En maladie mentale, comme ce sont plusieurs gènes qui chacun a un rôle mineur, c'est très compliqué d'arriver à les distinguer, parce qu'en fait, probablement, c'est des interactions entre différents gènes, et ce n'est pas forcément les mêmes chez tous les patients. Et là, on rentre dans l'infini, hein, puisqu'on vous dit 2 millions de marqueurs à chaque fois qu'on fait une analyse de génome, ça fait beaucoup de combinaisons possibles, des milliards, des milliards. Et donc ça devient un peu compliqué. Là, l'intelligence artificielle commence à nous aider à essayer de repérer justement des champs de traits associés qui pourraient participer à cela. Pour le moment, on n'a pas d'utilisation vraiment de la génétique moléculaire comme thérapeutique, mais elle est largement utilisée, par exemple, dans toutes les approches pharmacologiques. Parce que quand on repère quel gène est déficient, on ne pense pas qu'il soit explicatif, mais par contre, c'est une des pièces du puzzle. Et du coup, peut-être qu'en agissant là-dessus, même si ce n'est pas l'explication totale, il peut retrouver un équilibre. Donc c'est une utilisation pharmacogénétique ou de reconnaissance des sujets à risque pour repérer aussi les traitements plus précoces, qui sont pour le moment indirects, qui sont très porteurs d'espoir et qui pour le moment n'ont pas encore résolu la problématique. On se pose la question avec ma camarade ici, encore pour le professeur Overwood. Dans une de vos slides, il y avait écrit au sujet de la réussite scolaire concernant les patients qui présentaient de l'anorexie. Il y avait écrit de mémoire QI qui reste identique. Et donc on se demande si justement il pourrait y avoir, plutôt une confirmation qu'il n'y a pas de corrélation entre la génétique et l'intelligence, ou est-ce qu'on veut parler d'une corrélation justement avec la réussite scolaire? Alors, la génétique a à voir avec l'intelligence, hein, bienvenue dans l'univers, dans le sens où nous sommes mélange de avoir un peu plus ou un peu moins de chance au départ, et après d'être particulièrement plus valorisé ou pas. C'est un mélange des deux. Si vous manquez les deux, c'est pas de bol. Mais après, ce n'est jamais déterminant. Hein, ça fait partie des critères. Ben, tout le monde connaît ça, hein, des gens d'origine extrêmement modeste de manière génétique, parce que personne n'a fait d'études, et qui se révèlent être des génies. Heureusement, tout est possible, hein, rien n'est déterminé. Par contre, bien sûr, hein, on n'est pas égaux au départ, et certains sont plus égaux d'autres, comme disait Coluche. Le deuxième point sur les aspects du QI, vous avez tout à fait bien fait pointer cette information, parce que c'est pas ce qu'on dit. Hein. Vous entendez partout autour de vous que l'anorexie mentale touche les sujets à haut potentiel intellectuel et au QI plus élevé. C'est faux, mais en fait, c'est plutôt explicatif de la perte de flexibilité cognitive. Donc c'est un déficit qui va favoriser ce maintien dans le processus scolaire, qui va les rendre parfaitement à même, du coup, de réussir un peu au-dessus. Et nous, on le voit tout à fait dans le service, où en général, toutes nos patientes sont premières de la classe, mais quelle que soit la classe. Et ça peut aller de normal sup jusqu'à, là, je ne vais pas donner d'études sous les bac-7, où on est vraiment en échec scolaire majeur, mais c'est quand même les meilleurs. Donc cet aspect-là, je trouve absolument fascinant. C'est vraiment une modalité de traitement de l'information, hein, une manière d'être par rapport à l'apprentissage, qui va amener à une réussite accrue, mais ça touche toutes les populations, y compris les pauvres, les riches et les sujets qui ont un moyen de QI plus élevé ou plus bas.
bonsoir, merci pour vos présentations qui étaient vraiment enrichissantes. J'ai une question pour le professeur Garot. Je me demandais si, sur les tests de délai discounting, est-ce que c'est plutôt un trait de personnalité ou est-ce qu'on a des moyens de voir avec les traitements et les thérapies si ce délai discounting évolue pour le patient? J'y pense parce que vous disiez que c'était très différent en fonction des addictions, produits et autres comportements que l'anorexie. On voit qu'il y a une énorme impulsivité, mais est-ce que ça se modifie ou est-ce que c'est vraiment un trait de personnalité qui reste rigide? C'est une très bonne remarque. Effectivement, les choses varient. Alors, il est au maximum quand les patients sont syndromiques, quand elles sont dans la forme restrictive de l'anorexie mentale. Restriction absolue et vision très loin. Alors, dans le discounting, Philippe connaît ça particulièrement bien, on est dans des aspects cinétiques qui est assez variables. Parce qu'en fait, vous demandez entre maintenant, deux exemples que je vous donne, c'est maintenant et un jour, maintenant et un an. Bien entendu, on le fait varier de manière assez éloignée. On s'est rendu compte dans le labo que finalement, ce qui était intéressant, c'était pas tellement quand vous engagez l'immédiateté, parce que ça, tout le monde en général préfère tout de suite, on va être certain de gagner une petite récompense à la fin de la journée. Mais par contre, quand vous différenciez, par exemple, demain ou dans un mois, ou dans une semaine par rapport à un an, et là vraiment, on chope cet aspect de capacité à se représenter une récompense plus différée par rapport à moins différée. Et ça va être très spécifique de l'anorexie mentale. Quand vous intégrez cette notion de la proximité, de l'immédiateté, et là on est dans le registre de l'impulsivité, ça peut s'écraser. Et vous avez particulièrement raison de le souligner, parce que dans l'anorexie mentale, les femmes commencent d'abord sur mode restrictive, je mange rien, je m'empêche de manger, et le jour où elles découvrent les vomissements provoqués, ou l'hyperactivité physique, ou l'utilisation diurétique, ou l'utilisation de laxatifs, tout ce qui permet d'éliminer très vite beaucoup de calories, et bien en fait, elles ont beaucoup de mal à revenir sur un aspect purement restrictif. Et qu'est-ce que c'est que ces passages à l'acte, que ce soit nausées, vomissements, laxatifs ou autres, ce sont des passages à l'acte impulsifs. Et dans ces cas-là, elles changent leur modalité de fonctionnement du discounting. C'est vraiment les aspects très éteints qu'on connaît classiquement dans les patients, où on fait attention à chaque fois. Et notre manière de traiter cela, c'est de le regarder chez les apparentés sains. Les apparentés sains qui partagent la moitié de leur génome avec l'enfant atteint, c'est la base de l'aspect familial, et qui n'ont pas la pathologie parce qu'ils ont plus de chances à s'en protéger. Et bien entendu, la plupart fonctionnent très bien, n'ont aucun symptôme, mais souvent ont ce qu'on appelle des traits en dessous de la maladie, qu'on appelle endophénotypiques. Et ça nous permet d'avoir comme ça cette représentation du fait que dans la famille, on ne traite pas l'information exactement de la même manière, et pour certains, ça a pu participer jusqu'à décompenser sur le trouble. Juste pour vous permettre d'ajouter un point, ça peut varier même chez les sujets normaux aussi. Il y a les travaux, par exemple, chez nous à l'ICN de l'équipe de Mathias Pisseguian qui a montré, qui a défini le concept un peu de fatigue qu'on connaît, fatigue exécutive, où en fait lorsque les gens font une tâche qui leur demande des efforts, donc par exemple il a fait ça avec des étudiants, il a fait ça aussi même avec des tâches d'activité physique, et en intercalant, mais alors il leur fait par exemple des tâches sur 8 heures, il leur fait faire des tests compliqués sur 8 heures, et puis régulièrement il fait faire des tâches de délai discounting, donc choisir soit une récompense immédiate, soit différée. Et en fait, on s'aperçoit que quand la fatigue s'accumule, en fait, on s'aperçoit que les tendances des gens sont de choisir beaucoup plus les récompenses immédiates que les récompenses différées. Et ce qui est intéressant, des fois on voit ça chez certains patients. Moi, je me souviens d'un patient qui a raconté, à l'issue d'une journée de travail, il fallait, quand il sortait, hop, il allait prendre de l'alcool, et d'ailleurs, il s'est même fait une cardiopathie alcoolique, alors qu'il disait, le week-end, en vacances, je ne vois pas. Alors, ce n'est pas simplement les effets de l'environnement, je pense qu'il y avait la fatigue exécutive qui l'amenait à ne pas être capable de différer une décision, d'avoir une récompense immédiate. Donc, même chez un sujet normal, ça varie. On va prendre cette dernière question. Merci. Merci. Merci pour vos présentations. Je viens aussi encore sur l'anorexie. On parle essentiellement justement d'anorexie chez les jeunes femmes, mais vous n'avez pas évoqué l'anorexie chez les jeunes garçons. Est-ce qu'il y a des différences notoires entre les deux? Alors c'est une question particulièrement passionnante. On a aussi beaucoup de patients avec anorexie masculine. C'est un sujet pour 8 femmes, donc c'est vraiment une petite minorité. Et d'ailleurs, de manière très pragmatique, dans le lieu d'hospitalisation où on a 20 lits, c'est compliqué pour eux, parce qu'ils sont en minorité par rapport aux femmes autour, ce qui renvoie à une image qui est aussi parfois un peu étonnante. Ils ont l'impression d'être
pas tout à fait à leur place. Alors il y a nettement moins d'hommes que de femmes, c'est pas exactement les mêmes présentations, hein, je le disais par rapport à cet aspect de, chez la femme c'est la maigreur, hein, c'est vraiment le fait de se mettre le poing entre les cuisses pour être capable que ça ne touche pas, les fesses, le taille 32 dans le pantalon, enfin tout ce qui est très structuré autour de vraiment la finesse, qui va d'ailleurs de manière catastrophique avec les images de mannequins qui pour les 3/4 souffrent d'anorexie mentale et qui sont utilisées de manière absolument incroyable, je vais faire ma parenthèse. Pour les hommes, on est plus autour de la musculature, sèche, hein, pas de gras, mais il faut voir les abdominaux, il faut voir le biceps brachial antérieur, dans l'image d'une silhouette très fine, mais néanmoins musculeuse. Du coup, ils n'ont pas forcément les mêmes régimes, on est plutôt dans les régimes hyperprotéinés, et par contre appauvris en sucre et en lipides. C'est une petite tendance à l'augmentation. Dans l'anorexie mentale, on a eu un effet catastrophique de la Covid, qui a fait monter de points toutes les pathologies et les souffrances alimentaires. Et notamment, nous, on a eu une explosion de demandes de soins au décours de la Covid, pour une bonne raison. Hein. Vous ne pouvez plus rien faire, vous n'avez plus vos amis, vous n'avez plus votre médecin, et vous n'avez qu'une seule chose ouverte, c'est l'épicerie en face pour bouffer. Et dans la journée, vous n'avez qu'une chose à faire quand vous êtes en charge de vous, c'est faire des recettes. Ça se paye. Un très grand merci à nos trois intervenants, Annie Andrieux, Philippe Fossati, Philippe Gorgé. Merci beaucoup à Laurence, Isabelle, l'équipe qui a organisé cette conférence inaugurale. Et merci au GHU de nous avoir accueillis dans cet amphithéâtre. Voilà, bonne semaine du cerveau. Merci.